ça, j'avais évoqué le fait que Anders... Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin d'information politico-stratégique numéro 10. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire et de mettre un pouce bleu et de nous sponsoriser grâce à nos comptes PayPal, Tipeee ou Patreon. Au sommaire aujourd'hui, les élections internes au sein du Parti chrétien-démocrate allemand, la CDU, l'achat par la Hongrie du vaccin russe, l'accord international sur la limitation des armements entre la Russie et les États-Unis. Avant de rentrer dans le vif de tous ces sujets, je voudrais apporter une petite précision au sujet d'une information que nous avions donnée, d'une analyse que nous avions faite sur le Covid-19 en Suède. Comme nous l'avions souligné, le modèle suédois semble se confirmer puisque la mortalité des moins de 65 ans a baissé par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La totalité des morts du virus avait plus de 65 ans et plus des 2 tiers avaient plus de 80 ans. Au-delà de ça, j'avais évoqué le fait que Anders Tegnell, qui est à l'origine de cette politique qui a particulièrement réussi en Suède, avait été écarté. Un des spécialistes de la question, que je remercie d'ailleurs, monsieur Raoul Weiss, nous a précisé qu'en fait Anders Tegnell n'avait pas vraiment été écarté des prises de décision, mais qu'on avait mis à sa place une communicante pour prendre la parole publiquement. À côté de cela, dans le journal numérique Brest Info, l'information a été donnée qu'en fait il n'y avait aucun changement dans la politique, que le masque n'était toujours pas obligatoire et que les restaurants étaient ouverts. Donc en fait la Suède ne laisse rien tomber de son modèle et recule pas à pas en abandonnant un minimum pour satisfaire la pression qu'elle subit de la part de l'Union européenne. Je mettrai en lien 2 vidéos qui m'ont particulièrement plu. Une justement d'une interview de Raoul Weiss sur la situation exacte en Suède puisqu'il y vit. Et une autre vidéo qui explique que la mortalité en France est due en fait à l'augmentation du nombre de personnes âgées. Et en partant de cette analyse, j'ai regardé si du point de vue statistique, on pouvait faire la même constatation en Suède. Et en fait, c'est le cas. On voit clairement toutes ces dernières années un vieillissement sensible de la population suédoise, dont le nombre de personnes vulnérables, donc de plus de 65 ans, a augmenté de 30 000 par an ces 3 dernières années. Donc cela confirme que les mesures d'isolement ou de protection doivent être appliquées aux personnes vulnérables de plus de 65 ans, si encore une fois, et c'est mon avis personnel, elles le souhaitent. Le 16 janvier dernier, le Parti chrétien-démocrate allemand, donc qui est le parti d'Angela Merkel, qui est au pouvoir depuis une vingtaine d'années, a procédé à de nouvelles élections pour mettre à sa tête un nouveau président. L'ancien président était madame Annegret Kramp-Karrenbauer. Suite à certains échecs électoraux, elle avait annoncé sa décision de se retirer et de ne pas être candidate pour prendre la place d'Angela Merkel, le cas échéant, en septembre prochain. Celui qui a été élu est le ministre-président du Länder de Nord-Westphalie. Donc rappelons, l'Allemagne est un État fédéral. Ces régions sont appelées des Länder. Et à la tête de ces Länder, il y a des ministres-présidents, c'est-à-dire en quelque sorte des gouverneurs. C'est donc le ministre-président de ce Länder de Nord-Westphalie, Armin Laschet, qui a été élu à la tête de l'Union chrétienne-démocrate allemande. C'est un homme de 59 ans, catholique pratiquant et qui est considéré comme l'héritier d'Angela Merkel, notamment, et c'est dommage pour les Allemands, sur les questions migratoires, puisqu'il est favorable à la politique migratoire qui avait été mise en place par Angela Merkel. Donc du point de vue intérieur, plutôt un homme de gauche. En revanche, du point de vue des affaires internationales, et c'est le domaine qui nous intéresse, il a une vision tout à fait indépendante de la politique allemande et indépendante notamment de l'influence des États-Unis. Dès avant son élection, mais depuis qu'il a été élu, la presse allemande n'a cessé de mettre en avant ses différentes positions sur la scène internationale, qui montrent que paradoxalement, même s'il s'est réjoui de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump, sur les questions pratiques, notamment de relations avec la Russie, il est quelqu'un de tout à fait indépendant. Il a en effet, ces dernières années, pris la défense de la politique russe et de l'intervention russe en Syrie. Il a même critiqué ouvertement John Kerry en accusant les États-Unis de ce que tout le monde sait, soutenir les islamistes en Syrie. Et c'est un fervent défenseur de Nord Stream 2, donc ce projet qui doit permettre à l'Allemagne de recevoir encore plus de gaz russe sans passer ni par la Pologne ni par l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs un point important puisque les deux rivaux à cette élection, donc contre Armin Laschet, étaient deux candidats très atlantistes et opposés au projet Nord Stream 2. Il s'agit de Norbert Röttgen, qui est le président du comité des affaires internationales au Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, et Friedrich Merz, qui est le principal opposant à Angela Merkel, qui lui au contraire avait des positions très dures sur l'immigration et qui souhaitait davantage de libéralisme économique en Allemagne, et qui dès le début de l'affaire Navalny avait proposé un moratoire de 2 ans sur la construction de Nord Stream 2. On peut dire donc que c'est une bonne affaire pour la Russie. C'est d'ailleurs le constat qu'a fait en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères polonais en disant que la Russie avait gagné le combat énergétique pour l'Europe.
On a donc affaire avec Armin Laschet à un réaliste en matière de politique étrangère, d'autant plus que le Nord-Westphalie, d'où il vient, est la région la plus industrialisée et la plus riche d'Allemagne. C'est même la région la plus riche d'Europe. Donc il est évident que continuer à avoir une énergie bon marché grâce au gaz russe ou même au charbon russe est une chose pour laquelle Armin Laschet ne fera aucune concession. Armin Laschet vient cependant de déclarer qu'il était trop tôt pour lever les sanctions contre la Russie. Cela n'a guère d'importance dans la mesure où la Russie s'est parfaitement adaptée aux sanctions et comme nous l'avons dit, c'est sans doute une des meilleures choses qui soit arrivée à son économie depuis ces 20 dernières années. Armin Laschet pourra être candidat à la succession d'Angela Merkel en septembre prochain, mais il y a également un autre candidat qui ferait parfaitement l'affaire de la Russie. Il s'agit de Markus Söder, qui est le ministre-président du Länder de Bavière, une région également très industrialisée et très riche d'Allemagne. Lui est plus à droite qu'Armin Laschet et également est très proche de la Russie. Il a encore récemment visité Vladimir Poutine. De toute manière, depuis plusieurs années, les ministres-présidents qui se succèdent à la tête de la Bavière sont russophiles. Ajoutons enfin en ce qui concerne Armin Laschet qu'il est membre du Forum russo-allemand Le Dialogue de Saint-Pétersbourg, qui réunit à la fois des représentants allemands et russes. La France a voulu faire l'équivalent de ce forum avec le dialogue du Trianon, mais c'est un échec dû, nous l'avons déjà souvent dit, à l'indécision d'Emmanuel Macron et au fait que la politique étrangère française n'est pas gérée par l'Élysée, mais par la secte néoconservatrice qui dirige le Quai d'Orsay. La Hongrie vient juste d'annoncer qu'elle avait enregistré le vaccin russe Sputnik 5 qui pourra donc être utilisé pour sa population et d'ailleurs la Russie s'apprête à envoyer quelques centaines de milliers de doses. C'est évidemment un mauvais coup pour l'Union européenne et pour des pays comme la France qui se sont efforcés jusque-là d'imposer des vaccins, pourrions-nous dire, occidentalo-compatibles. C'est un nouveau signe de rapprochement de Viktor Orban vis-à-vis de la Russie et ce n'est sans doute pas le dernier, puisqu'avec le départ de Donald Trump de la présidence américaine, Viktor Orban a perdu un précieux allié. Il ne reste plus qu'au sein de l'Union européenne que la Pologne, mais le poids évidemment économique et politique de la Pologne n'est pas celui de la Russie. La relation russo-hongroise est donc quelque chose qui devra être suivi avec attention. Nous l'avions évoqué dans une de nos vidéos il y a quelques mois, qui posait la question de savoir quel serait le meilleur président américain pour la Russie, et nous avions pesé le pour et le contre à la fois pour Joe Biden et pour Donald Trump. En ce qui concerne Joe Biden, nous avions dit que la Russie pourrait se satisfaire de lui en tant que président dans la mesure où Joe Biden était favorable à la reconduction des accords de contrôle des armements qui datent soit de la guerre froide, soit de la période immédiate post-guerre froide. Il semblerait que Joe Biden donc soit prêt à prolonger l'accord START 3, donc de limitation des armes nucléaires. Nous verrons ce que cela va donner sur le long terme, puisqu'il y a d'autres accords. On rappelle que le premier président à être sorti d'un accord international est George Bush Jr. en 2002, qui était sorti de l'accord sur la limitation des missiles antimissiles. Récemment encore, la Russie, suite au retrait américain, est sortie du traité ciel ouvert qui autorise les avions de l'OTAN à survoler le territoire russe et les avions russes à survoler le territoire de l'OTAN. Affaire à suivre donc, et l'on voit que dans la relation russo-américaine, tout n'est pas si simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire et ne manquez pas cette semaine notre vidéo spéciale d'analyse du reportage d'Alexeï Navalny sur les accusations contre Vladimir Poutine.